Merci, bonsoir à tous. Donc moi, je représente EFRE Business Angel ce soir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, EFRE Business Angel, c'est une association qui a été créée par Jean-François et moi il y a 6 ans maintenant. Et notre but, c'est de créer une communauté d'intérêt entre les entrepreneurs du réseau EFRE, donc étudiants, jeunes diplômés, anciens diplômés, et tous ceux qui sont intéressés pour investir, commencer à investir, apprendre comment investir, ou même enchaîner plusieurs investissements significatifs dans des startups innovantes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez monter un projet, si vous voulez qu'on vous accompagne. On travaille aussi en collaboration avec l'incubateur EFRE Entrepreneur. Donc, on est là pour vous et on organise des événements tout au cours de l'année pour vous permettre de vous rencontrer, de réseauter entre vous, d'échanger des bonnes pratiques et puis bien sûr contribuer au réseau EFRE Business Angel tant qu'à faire. Et puis on travaille main dans la main avec EFRE Paris Alumni et je vais laisser Tony dire un mot là-dessus. Merci. Moi, je suis toujours très heureux de reconnaître des visages déjà. Ça veut dire que nos événements créent un peu de récurrence et je suis aussi très heureux de voir des visages nouveaux que je ne connais pas parce que ça veut dire qu'on arrive à attirer des nouvelles personnes. C'est aussi pour ça qu'on essaie d'organiser, que ce soit EFRE Alumni ou EFRE Business Angels, des événements un peu diversifiés. On pourrait faire que des after-work, c'est très sympa, les after-work. Mais une conférence, une table ronde, c'est aussi très intéressant. Ça rassemble sur un sujet qui parle. Là, on a choisi l'IA et ils vous en parleront évidemment beaucoup mieux que moi au cours des interventions. Mais on essaie de faire des choses assez diversifiées. On fait parfois des soirées effectivement un peu moins professionnelles ou sérieuses qu'une table ronde. On fait des bowling, on fait des escape games, on fait un certain nombre de choses. Une soirée onologie pour ceux qui aiment ça. Voilà, on essaye d'en avoir pour un peu tous les goûts. L'idée générale, que ce soit du côté des frais Business Angels ou des frais Alumni, c'est de travailler le réseau, puisque le réseau c'est important, on le sait. C'est intéressant le jour où vous voulez changer de travail, c'est intéressant le jour où vous montez votre boîte. Voilà. Aujourd'hui, on est ici chez BPI France par exemple. Ceux qui sont entrepreneurs ou investisseurs ont tout intérêt à être proches de ce genre d'organisme. C'est aussi des occasions de rencontrer des personnes avec qui vous pouvez devenir partenaire éventuellement, avec qui vous pouvez faire du business ou simplement vous entendre sur un sujet, comme l'IA par exemple. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est plutôt nos intervenants qui vont parler. Donc l'agenda, alors Jean-François en a déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas forcément rentrer plus dans le détail. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la partie keynote avec Olivier. Bonsoir à tous. Donc Olivier Danti, donc moi je suis de la promo 1994 et je dirais que ma première expérience avec l'IA c'était en 93. Voilà, donc on a vu un cours à l'EFRE sur sur le machine learning, sur les réseaux de neurones. Et donc j'avais fait un projet sur la reconnaissance de l'écriture manuscrite, donc à base de réseaux de neurones. Alors on a eu une très bonne note. Par contre, ça marchait pas du tout. Voilà, parce que c'était quand même. Je me rends compte avec le recul que c'était vraiment l'inconnu et qu'on avait fait bon, on avait toutes les théories. Par contre, c'était quand même difficile de vraiment l'appliquer. Donc, je vais refaire juste un petit focus sur l'IA en fait générale et où est-ce qu'on en est sur la GenAI. Donc l'IA, donc pour rappel, ça remonte aux années 50. Et donc c'est là où toutes les grandes théories sur les réseaux neurones, l'apprentissage, c'est à ce moment-là où ça a été donc décidé. Bon, par contre, c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc les microprocesseurs, ça date de 1971. Il n'y avait pas de données. Donc c'était en fait difficile. Et du coup, voilà, donc ça c'est monté en fait puissance de manière assez lente jusque fin des années 90, où essentiellement on traite tout ce qui touche autour du NLP, donc du traitement naturel du langage, du computer vision et des séries temporelles.
Donc, un point qui est important, je pense, à souligner, c'est que ces 3 grandes familles sont toujours très utilisées. Ouais, ce n'est pas parce que maintenant on est à l'ère de la Gen AI qu'il n'y a plus toutes ces grandes familles d'IA. La partie Generative AI donc, est apparue donc, fin des années 2010, donc, à la suite d'un fameux papier de en fait, Google en 2017, et sur lesquels, par exemple, ChatGPT 1.0, je crois, date de 2018 ou 2019. Voilà, donc ça a quand même, ça a que 5 ans. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, 5 ans, c'est devenu un raz-de-marée. Donc, pourquoi on appelle ça de l'IA générative? Voilà, parce qu'on peut générer du contenu, alors que les anciennes familles, on faisait plutôt de la classification. Voilà, par exemple, est-ce que mon texte, est-ce qu'il a une connotation qui est positive ou négative? D'en fait, quoi ça parle? Dans les time series, on va plutôt être sur faire de la prévision de vente. Voilà, donc c'est d'essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer le mois d'après. Voilà. Par contre, en fait, Gen AI, voilà, donc là, je vous montre un peu quelques exemples. On va vraiment créer du contenu et qu'on appelle multimodal, hein, parce qu'on peut être sur du texte, sur des images, de la vidéo, etc. Donc, je vais essayer de vous faire un petit panorama, voilà, sur en fait, les différents acteurs que l'on a sur la Gen AI. Alors, je vais commencer par le gros pavé qui est au milieu. Voilà, donc c'est tous les acteurs nord-américains et essentiellement quand même des États-Unis, où en gros on a donc du Microsoft, OpenAI, Meta, etc. Et celui qui est tout en bas, c'est donc Nvidia, hein, qui est le fameux producteur de cartes graphiques, des GPU, qui vont permettre d'entraîner tous ces modèles-là. Donc il faut savoir que Nvidia, selon les jours, est ou la première capitalisation mondiale ou à la troisième. Voilà, ça va en fait dépendre, mais il y a quand même 3 300 milliards de capitalisation. Voilà, ce qui montre quand même que c'est vraiment en fait énorme. Et par moment, il est même devant Apple. En Europe, on a un acteur, un grand acteur, hein, qui est donc Mistral. Donc tout à l'heure, on avait parlé dans le cadre de l'introduction de la BPI, voilà, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'acteurs. Et en Chine, il y a un acteur qui en fait va quand même au-delà de ces frontières, c'est Qwen. Il faut savoir aussi que la grande majorité de ces acteurs sont quand même adossés à des gros cloud providers. OpenAI a une très forte dépendance avec Microsoft. Anthropic est très lié aussi avec Amazon. Gemini, donc ça c'est les modèles de Google. Et Qwen, c'est Alibaba, donc, qui est un cloud provider chinois. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même peu en fait d'acteurs qui font de la Gen AI qui est généraliste. Après, évidemment, on va voir, il va y avoir d'autres acteurs qui vont plutôt être sur des verticales métiers. Donc, on va commencer je vais vous montrer comment on peut générer une image à partir d'un texte. Donc là, qu'est-ce que j'avais fait? Donc, j'avais quelques photos de vacances, j'en avais peut-être 10. Hein. Donc, je n'étais pas du tout en fait costume cravate. Voilà, et j'ai demandé à l'IA de me mettre en tant que directeur d'une école d'informatique avec un tableau à ma droite. Bon, donc il était très créatif. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce qui est affiché donc sur le tableau, mais je trouve que le résultat est en fait plutôt pas mal. Donc en termes de cas d'usage, évidemment, on va être tout ce qui va être lié sur le domaine de la publicité, le marketing, voilà, pouvoir générer des images comme ça, c'est quand même toujours intéressant, et aussi des illustrations pour les médias. Donc je sais qu'aussi, quand je fais des slides, des fois, je fais des illustrations avec ça
pas forcément sous forme en fait, photo, mais en fait, plutôt sur des illustrations qui sont en lien avec ma slide. Un autre aspect, c'est de pouvoir créer des en fait, vidéos à partir d'un texte. Donc là, c'est en fait toujours pareil. Je suis parti d'une une image qui a été donc générée de manière artificielle. Et après, j'ai demandé donc à l'IA de me créer, voilà, de me faire juste en fait, tout petit clip. Voilà, donc je lui ai dit, bon, voilà, tu bouges tes lunettes et avec un fond qui bouge. Voilà, donc ça, bon, il y a plein en fait, de sites qui le proposent et on voit qu'en l'espace de peut-être juste 2 ans, la en fait, qualité est vraiment maintenant phénoménale. Voilà, c'est quand même bluffant. Moi, quand en fait, je l'ai fait, je ne pensais pas avoir un rendu quand même plutôt en fait, sympa. Donc là, ça peut permettre de produire des clips vidéo ou même aussi dans le domaine de l'éducation, par exemple, de pouvoir faire des petits clips pour en fait, montrer, par exemple, comme des expériences. Par exemple. On peut les décrire et ça peut donc les restituer. Voilà, donc ça, juste à titre d'exemple, hein, c'est une vidéo, donc elle est de 5 secondes. Je crois que ça m'a coûté juste peut-être 10 ou en fait 20 centimes en termes de coût. Voilà, donc c'est vraiment, bon, c'est vraiment en fait pas cher. Attendez, non, c'est bon. Voilà, donc après, évidemment aussi, avec une IA générative, on peut générer du son. Donc après le texte, l'image, on attaque le son. Donc pareil, une petite démo. J'ai mal cliqué. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Frédéric Meunier me laisse carte blanche pour que mon clone IA assure tous les cours de l'école. Évidemment, tout cela est faux. Ma voix a été générée à partir de seulement 4 minutes d'enregistrement. Voilà, donc en fait, dans cet exemple, donc pareil, donc je suis basé sur un site, j'ai lu donc pendant 4 minutes des articles en français, et après donc voilà, je peux juste mettre un fait prompt et donc j'ai en fait ma voix qui est restituée. Donc je peux dire que la voix est quand même assez fidèle parce que j'ai fait un test avec mes enfants et ça a en fait marché. Donc il en fait pensait que c'était vraiment moi, donc voilà, c'est vraiment en fait fidèle. Donc là, par contre, en termes de cas d'usage, on en a quand même beaucoup. Donc on en voit beaucoup dans tout ce qui est les jeux vidéo et maintenant aussi dans les films, où en gros, ceux qui s'occupent de la doublure, on leur prend donc la voix. Bon, après, il faut qu'ils en fait acceptent. Et après, on peut, de manière automatique, faire un fait doublage de film sans en fait, faire appel à la personne. Donc ça, sur la partie en fait, éthique, etc., on verra ça après lors de la table ronde. Mais c'est vrai que c'est un fait cas d'usage qui est, en fait, l'on peut faire. Aussi sur des conversations multilangues. Donc, par exemple, vous faites une en fait, visio avec une personne qui parle une autre langue que vous. Vous pouvez faire de la retranscription de manière automatique, ou de la retranscription donc vocale de manière automatique et quasiment en fait temps réel. En termes de latence, c'est quand même assez faible. Donc en cas d'usage, c'est quand même intéressant. Aussi, ce que je noterais, c'est un assistant personnel. Vous pouvez très bien imaginer que par exemple, une en fait, personne vous laisse un en fait, message sur votre téléphone. Et là, c'est en fait, votre assistant qui en fait, répond et qui peut poser comme ça des questions. Voilà, quel est le sujet en fait, de votre appel voilà, d'essayer de bien le qualifier pour après faire un fait résumé qui en fait, vous l'envoie dans votre boîte mail, par exemple, pour en fait, traiter. Voilà. Et je citerai aussi, évidemment, hein, pour les personnes qui sont malvoyantes, voilà, on sait que, par exemple, quand vous avez une page web, que vous employez par exemple un Chrome ou Edge, etc., vous avez un petit bouton pour pouvoir lire, et c'est quand même... ça se fait quand même avec une très grande qualité.
Donc un autre exemple, donc là c'est toujours moi, donc j'aime bien aussi me déguiser. Donc là je suis en centurion romain. Donc cette image, je l'ai donc soumise à une IA et je lui ai donc demandé de en fait me décrire l'image. Et je veux qu'en plus il emploie un vocabulaire grandiloquent. Voilà, donc ce que l'on voit, c'est qu'il va répondre dans cette scène majestueuse, une légion de guerriers en armure dorée se dresse fièrement devant un palais imposant, etc., etc. Voilà, donc c'est quand même, je trouve que le résultat est très très bon. Et donc là, en termes d'en fait cas d'usage, notamment moi, je l'utilise pour un projet donc personnel. Je peux générer du contenu de produit à partir juste d'images. Donc je lui soumets juste une image, donc ça peut être par exemple une robe, un fait, jean, etc. Et en fait l'IA est donc capable de en fait, me décrire de manière quand même assez fidèle le produit, ce qui fait qu'après, pour faire une en fait, recherche avec un moteur de recherche, ça marche très très bien. On peut aussi donc rechercher des informations sur une image. Si par exemple vous avez Google Photos, vous pouvez très bien demander donc, de faire une en fait, recherche. Recherche-moi toutes les photos où telle personne apparaît sur un vélo, par exemple. Vous allez voir que vous allez retrouver les photos qui vous intéressent. Il y a aussi une en fait, démo qui était hyper intéressante, qui était faite par Google, donc avec Gemini, où on soumettait une en fait, vidéo d'1 heure à Gemini, et après on lui demandait positionne-toi sur le film où une en fait, personne fait tomber une paire de ciseaux par terre, par exemple. Et donc l'IA était en fait mesure de se positionner sur la bonne scène du film. Voilà, donc c'est quand même, hyper intéressant. Et dernier exemple aussi que j'ai, donc j'ai vu ça donc ce matin, c'est Amazon Prime, hein, qui est en fait le service de en fait, vidéo à la demande, a donc annoncé un service en mode bêta où ils peuvent faire du résumé d'épisodes, et ça de manière automatique à travers une IA. Donc les cas d'usage sont quand même sont en fait quand même vastes. Et c'est vrai que la partie vidéo, on va dire que c'est la partie qui est la plus complexe parce que c'est la plus volumineuse. Voilà, il y a plein d'en fait recherches, donc c'est très prometteur. Un autre cas d'usage, évidemment, c'est de générer du texte. Donc là, par exemple, j'ai pris, donc ça c'est un communiqué de presse de l'EFRAY, et donc je l'ai chargé dans NotebookLM. Donc c'est un outil de Google qui permet donc de pouvoir lire des PDF et de pouvoir interagir avec celui-ci. Et donc là, je lui ai demandé qu'il me fasse un résumé. Voilà, donc quels sont les 5 points les plus importants de ce document. Voilà, donc il en fait va le lire et me répondre. Donc ça, c'est vrai que moi, j'utilise ce genre d'outils au quotidien. Notamment, je reçois pas mal d'articles ou en fait scientifiques ou sur de la veille. Donc, bon, j'ai pas le temps d'en fait tous les lire, mais ça en fait me permet d'en fait voir quels peuvent être ceux qui sont intéressants, ou d'arriver à bien identifier sur un texte qui peut être long quels sont les passages qui en fait m'intéresseraient pour qu'après je puisse les lire plus en détail. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est hyper utile. Un autre point aussi, c'est que une IA donc, est capable de générer du texte, elle est aussi capable de générer du code. Donc là, par exemple, je ne sais pas si c'est très, très visible, j'avais fait un fait, petit dessin donc, sur une feuille de papier, donc en fait couleur verte, où j'ai fait je me suis dit, je veux que tu me fasses un fait petit formulaire. Donc je l'ai pris en photo et je lui ai mis comme en fait prompt, fais-moi un code HTML représentant ce formulaire. Et après, je lui dis qu'il y avait aussi une logique métier derrière. Donc j'ai eu un fait, code qui a donc été généré.
Donc je l'ai juste exécuté et je vois que en fait, au final, ça marchait bien. J'ai bien ma liste déroulante. Hop. Alors, oui, ça ne bouge pas trop. Bon, alors, hop, je vais faire comme ça. Alors j'avais... Bon, ça n'a pas marché. Voilà, donc ce que je peux vous dire là, c'est que ça en fait, marche bien. En fait mets mon nom, ça me marque bien bienvenue. Donc sur la partie code, donc, on en parlera aussi lors de la table ronde. On peut aller beaucoup plus loin. Là, ce que j'ai fait, c'est vraiment un exemple qui est vraiment extrêmement simple, mais on peut demander à en fait, débugger un code. Et il peut trouver donc des bugs et le corriger par lui-même. On peut lui demander de mettre des commentaires dans le code de manière automatique. On peut aussi demander à ce qu'il fasse des tests unitaires. Donc il va générer le code en conséquence. Et ça marche vraiment bien. Et c'est en fait Google qui avait annoncé la semaine dernière que désormais 25% du code qu'ils en fait produisent est généré par de l'IA. Bon, par contre, il en fait le vérifie quand même. Voilà. Mais ce qui montre bien qu'on est quand même sur une en fait, tendance de fond. Et donc, lors de la table ronde, ouais, on va détailler un peu plus cet aspect-là. Voilà, aussi, on peut donc utiliser une IA comme un moteur de recherche. La semaine dernière, c'est ChatGPT a donc annoncé Search GPT. Voilà, donc ça, c'est un autre outil qui s'appelle Perplexity.ai. Donc, en fait, le principe, c'est quoi? C'est je formule à travers mon prompt la recherche que je souhaite. Donc là, je vais demander donc, de faire un fait graphique qui contient l'évolution de la capitalisation boursière d'OpenAI en indiquant les moments importants. Donc, ce qu'on voit sur la partie droite de l'écran, enfin, à gauche pour vous, c'est qu'il va faire une recherche classique avec des mots-clés et il va retenir quelques sites qui sont importants, ce qui va lui permettre de générer cette partie basse. Voilà, donc toute la partie textuelle avec en fait, différentes dates et les points clés. Pour la partie graphique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré donc tout seul un programme Python en toute autonomie pour pouvoir faire le graphique qui est généré ici. Voilà, donc ce qui est quand même hyper intéressant. Et donc, voilà, donc ça, c'est un outil qui est Perplexity.ai. Search GPT est sorti aussi. Donc, c'est pareil. Dans les prochains mois, je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont se mettre sur ce créneau-là. Alors, le nouveau buzzword du moment, c'est les agents intelligents. Alors, les agents intelligents, c'est en fait on en parle depuis les années 50, sauf qu'on en reparle maintenant en fait 2024. Alors, pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un niveau dans votre maturité où maintenant il est désormais possible d'envisager de faire fonctionner des agents. Alors qu'est-ce que c'est qu'un agent? Donc on peut considérer ça comme une entité. Donc nous, on est considéré comme étant un agent humain. Donc ça peut être par exemple un programme informatique, ça peut être un robot qui va percevoir des informations. Il va donc les stocker dans sa mémoire. Le fait qu'il puisse les stocker dans sa mémoire, c'est-à-dire qu'il va pouvoir apprendre de ce qui s'est passé précédemment et en toute autonomie. Il va pouvoir prendre des décisions et prendre des actions. Donc, par exemple, s'il a un objectif, il va dire pour atteindre cet objectif, je dois le décomposer en fait différentes tâches. Et les différentes tâches, il va les ordonnancer pour atteindre son objectif. Donc, par exemple, je peux très bien dire, je veux réserver un billet d'avion pour Miami pour après-demain.
Voilà. Bon, bah là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va donc déjà peut-être demander, OK, tu vas partir d'où? Vous êtes en fait combien? Donc, il va y avoir des interactions à travers une en fait, conversation. Et après, on peut très bien utiliser des outils comme une recherche web. Donc, quels sont les en fait, différents vols pour Miami? Quels sont les, en fait, quels sont les différents prix? Après, il peut voir donc, quels sont les moins chers et me les proposer. Voilà, donc ça, c'est ce que va faire la partie tools. Et dans l'objectif, voilà, donc ça, vous allez entendre beaucoup, on va te parler, c'est que ces agents soient de plus en plus intelligents et de plus en plus autonomes par rapport à la supervision humaine. Je vais vous montrer un petit exemple de ce qui est possible de faire. Donc ça, alors c'est Claude, donc c'est la société Anthropic qui a sorti il y a 2 ou 3 semaines à peu près un client que l'on installe sur son PC. Et donc ça va être sur la partie droite de l'écran. Et donc on peut lui poser des questions. Donc ici, par exemple, je vais poser en termes de questions, voilà, quelles sont les dernières vidéos voilà, qui vont concerner les développeurs. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? On voit, il fait une en fait, capture d'écran. Et il va donc identifier que sur l'écran, il y a plusieurs outils, dont Firefox. Donc il va lancer Firefox et il va, une fois qu'il est sur Firefox, il va lancer YouTube et faire une recherche sur YouTube. Voilà, donc ça, il le fait en toute autonomie. D'autres en fait, vidéos que en fait, j'ai vues qui étaient plutôt sympas, c'est que là, par exemple, j'ai LibreOffice. Donc je peux en fait imaginer de faire en fait, de lire une page web et de copier-coller certaines informations dans LibreOffice. Voilà, et juste ça avec un prompt. Donc ça, alors c'est vrai que pour le moment, l'outil n'est pas encore parfait. Par contre, voilà, ça montre bien que cet agent peut prendre le contrôle de en fait, votre poste. Bon, alors évidemment, vous lui accordez le contrôle. Et après, avec un seul prompt, il va se débrouiller pour atteindre votre objectif. Et il le fait donc tout seul. Voilà, ce qui est quand même impressionnant. Alors, évidemment, avec tout ce que je vous ai montré, forcément, il va y avoir différents métiers qui vont être impactés. Donc là, juste faire un fait focus sur l'IT au sens large. Et après, on fera juste un focus lors de la table ronde voilà, sur le devenir d'un ingénieur de l'EFRAY. Ce que l'on voit, c'est que sur la partie développement logiciel, on a vraiment des assistants qui en fait, maintenant permettent d'avoir une meilleure productivité. Donc, comme je vous ai dit, donc, avec Google, donc, 25% du code qui est écrit de manière automatique. Voilà, donc, ce qui est sûr, c'est que les gains de productivité sont hyper importants. Donc, potentiellement, peut-être moins en fait, besoin de personnes qui vont faire du code. Sur la partie de l'analyse de données, bon, déjà, ça en fait, existe déjà depuis quelques années, mais là, on va un cran plus loin, c'est qu'une IA est capable de comprendre le schéma de votre base de données. Et donc, quand vous allez mettre un fait prompt, il va savoir quelles sont les tables et les requêtes et les colonnes et les requêtes à réaliser et faire une visualisation appropriée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une en fait, très grande avancée. Donc, ce qui permet aussi de en fait, donner beaucoup d'autonomie aux utilisateurs. Donc, eux, ils vont juste parler un langage naturel et ils vont pouvoir avoir leurs analyses qui vont être faites. Dans la partie cybersécurité, l'IA est aussi utilisée et entraînée pour détecter des attaques et aussi pour répondre sur des incidents.
Et donc là, l'avantage, c'est que ça peut être fait en fait temps réel. Donc sur la partie sécurité, je dirais que les tâches à moindre valeur ajoutée, voilà, sont potentiellement, enfin sont euh, euh, automatisables avec de l'IA. Et le métier qui est pour moi qui va être le plus impacté, c'est vraiment tout ce qui va être lié au en fait, support. Alors j'ai mis support informatique, mais ça peut être du support au sens large. On peut dialoguer avec une IA, donc en fait par chat ou même vocalement. Il en fait nous reconnaît, il sait bien comprendre quelle est notre problématique. Il peut rechercher dans ses bases de connaissances comment bien répondre au sujet. Et ça marche très très bien. J'ai fait un test il y a 10 jours. Voilà, donc c'était un outil américain. Et donc moi, je parlais avec mon en fait, super accent français. Il arrivait vraiment à bien me comprendre et à bien interagir avec moi. C'était quand même assez impressionnant. Les challenges autour de la GenAI, donc on va revenir dessus lors de la table ronde. On sait qu'il y a donc que tout en fait n'est pas rose. Il y a des challenges, notamment par exemple un impact environnemental. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une recherche que vous faites sur ChatGPT, par exemple, ça va consommer 10 fois plus d'énergie qu'une simple recherche sur Google. Voilà, donc, et c'est donc pour ça que les gros hyperscalers américains cherchent à se rapprocher des centrales nucléaires, voire même à construire une petite même à être alimentés avec une petite centrale qui vont leur appartenir. Donc c'est quand même ce qui montre bien que ça a vraiment un fait réel impact sur l'environnement. Un petit focus aussi sur la partie menace en cybersécurité. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais essayer de protéger ou de faire en sorte que votre LLM reste dans votre en fait, domaine d'activité, c'est en fait pas simple. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, donc j'ai vu des exemples où sur les sites commerciaux, il y avait un fait chat et vous lui faites faire écrire du code Python, par exemple. Voilà. Donc bon, c'est pas mal, ça va être pas cher, mais bon, je pense que le site, il est pas content. Et aussi, ça peut être aussi une en fait, menace qui peut être hyper importante dans le cas où vous lui faites écrire un code Python et que votre LLM l'exécute. C'est-à-dire que là, potentiellement, il exécute sur ça, en fait, machine, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Et dernier point aussi, c'est sur les hallucinations. Évidemment, ce qui sort d'un LLM peut être faux. Donc, il faut toujours bien vérifier ce qui sort de la bouche d'un LLM. Et je crois que j'ai donc fini voilà, sur cette partie donc, keynote. Donc, j'espère que voilà, je vous ai donné un large avantage, un large éventail donc, de ce qu'on pouvait faire avec un LLM. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va extrêmement vite. Dans le sens où j'ai fait les slides il y a peut-être quelques en fait, semaines et j'ai dû ce matin même me dire ah putain, il faut que je pense à en fait, parler de ça. OpenAI a en fait sorti son Open Search. Voilà, ça va extrêmement vite et je dirais que bon, maintenant j'ai quand même on va dire une trentaine d'années d'expérience professionnelle. Je trouve que c'est la première fois qu'il y a vraiment une en fait telle accélération. Moi, j'avais pas vu ça même lors de l'époque Internet. Voilà. Merci.
1, 2, 3. Et là, ça marche. Ouais, super. Olivier, merci. On m'avait sollicité pour également partager mon expérience, mais tu vois, j'ai bien fait de venir parce que j'ai appris plein de choses en t'écoutant, tu vois, donc c'était génial. Merci. Du coup, comme nous venons de le voir, l'IA générative offre des opportunités incroyables, mais elle soulève également des questions importantes en matière de contrôle, de conduite du changement et d'impact sur les métiers. Donc pour approfondir ces sujets et explorer certaines perspectives, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui 3 experts renommés dans le domaine de l'IA. Ils vont partager leurs connaissances et leurs expériences sur l'implémentation de l'IA générative en entreprise, sur les dernières innovations qu'ils ont vu passer en termes d'usage sur le marché et les stratégies possibles pour surmonter les obstacles à son adoption. Donc, merci de nous avoir accueillis chaleureusement. Et du coup, on peut peut-être commencer par se présenter. Je propose de commencer par toi, Olivier, parce qu'au final, tu nous as raconté plein de choses intéressantes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Rebonsoir. Donc moi, je travaille chez. Alors, maintenant, c'est Capgemini. Donc mon entreprise a donc été rachetée par Capgemini, donc la branche conseil de Cap. Et donc qu'est-ce que je fais ? Donc je fais de la gestion de projet, de l'accompagnement pour le cadre de nos clients sur les sujets autour de la data, de l'IA. Et plus particulièrement donc, depuis quelques mois autour des agents intelligents. Merci Olivier. Cyril ? Super job, super compagnie. Bonsoir à tous. Je suis Cyril Grira. Alors moi, j'ai une petite annonce à vous faire. Je ne pouvais pas te le dire la semaine dernière. Je suis désolé. Certains d'entre vous ont vu mon post, je pense, LinkedIn, n'est-ce pas Benjamin, Guillaume ? Ouais. Je viens de passer 17 ans chez Google. C'était une expérience extraordinaire, vous en doutez. 17 ans. Google Maps n'existait pas à l'époque, et oui, YouTube à peine. C'est une machine à remonter le temps. Et j'ai décidé de prendre un nouveau job dans une autre compagnie que vous connaissez tous, j'en suis sûr. Cette compagnie s'appelle Oracle. Et à l'ère de l'IA, pour rebondir sur ton point, construire sur ton point, j'avais envie de prendre un challenge autour de la data. Il y a des grands sujets de transformation, tu le sais, Henrik aussi, hein, autour de l'IA et la data. On va en parler dans les minutes qui suivent. Donc, je prends le rôle de vice-président pour la France sur le cloud et l'IA chez Oracle. Voilà. Henrik ? C'est à mon tour. Non, j'ai pas d'annonce à faire. Donc moi, je suis chez Microsoft France depuis bientôt 18 ans. Non, pas 18. Moi, je sais même plus compter. Peut-être 16 plutôt. Et je suis aujourd'hui en charge de l'IA et de l'impact social. En gros, je porte tout le plan stratégique de la filiale sur la contribution que Microsoft peut avoir sur l'intelligence artificielle, sur les enjeux nationaux, que ce soit l'accompagnement à l'innovation, les sujets d'IA responsables, le gros sujet des compétences et de l'emploi et la dimension sociétale. Donc je travaille avec des petites, des moyennes, des grosses entreprises, avec des associations, avec des startups, avec un certain nombre d'acteurs dans cette dimension-là. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Henrik, et ravi de te retrouver puisque on s'est rencontrés justement chez Microsoft. Et du coup, pour ma part, je suis compte manager chez Adobe et je m'occupe de manière plus spécifique sur des grands comptes autour du retail. Voilà. Donc, on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et nous allons donc dérouler cette conversation en 4 temps. On commencera par présenter quelques opportunités et cas d'usage offertes par l'IA générative pour les entreprises. Ensuite, nous aborderons les clés de succès et les bonnes pratiques pour la mise en œuvre et l'adoption, pour ensuite aborder les considérations autour de l'IA responsable, de la réglementation et des problématiques en termes de sécurité et de propriété intellectuelle. Enfin, nous partagerons des perspectives sur la question de l'employabilité, qui est du coup un sujet forcément cher à l'effray. Avant de se lancer, sachez que cette table ronde se veut interactive, si on arrive à gérer le temps, ce qui n'est vraiment pas gagné. Donc on essaiera peut-être de prendre 1 ou 2 questions ou commentaires à la fin de chaque partie. Voilà. Donc on aura besoin de quelqu'un pour faire passer le micro dans la salle.
Donc c'est parti pour ce premier moment d'échange, donc autour des opportunités des cas d'usage. On va illustrer certains sujets et je crois, Cyril, que tu souhaitais commencer en parlant de l'expérience client. C'est quoi le temps qu'on a? T'as 2 heures. On a 15 minutes, je crois. Oui. Donc, en préparant cette table ronde, on a débattu sur les cas d'usage tous ensemble. On était d'accord ou pas d'accord. Et donc, on s'est mis d'accord sur le fait de commencer sur le fait qu'il y a beaucoup de cas d'usage autour de l'IA. Il y en a un que tu as cité tout à l'heure, qui est évidemment le coding, qui est, je pense, avec nos backgrounds d'ingénieurs, le plus important. Ça transforme le monde du codage et de l'ingénierie. 25% un effet de gain d'efficacité. On ne parlera pas ce soir des salaires, parce qu'évidemment, il y a une perte aussi. Quand on regarde les ingénieurs globalement dans la Silicon Valley, il y a quelques années, le prix d'un ingénieur dans la Silicon Valley, aujourd'hui, les salaires sont un peu... il y a un peu disrupté nos salaires aussi dans le codage. Donc c'est vrai que c'est troublant, mais en même temps, ça crée plein d'autres opportunités. Moi, pour ma part, j'ai eu la chance ces derniers mois, ces dernières années, de discuter avec pas mal de patrons d'entreprises, dans le retail notamment, comme toi. Et finalement, ce qui est génial avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut concentrer cette technologie autour de l'expérience client. Donc tous les patrons, tous les CEO nous disent, aujourd'hui, il faut que ça ait un impact pour mes clients, avec mes clients, et dans la relation que j'ai sur mes clients. Et ça a un impact beaucoup plus direct que la technologie qu'on a connue il y a quelques années. En quelques semaines, en quelques mois, aujourd'hui, un ingénieur peut vous développer une nouvelle interface grâce au coding, mais aussi, je voulais vous donner un exemple, moi qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois, avec un acteur du retail qui s'appelle Maison du Monde, qui a utilisé l'intelligence artificielle pour analyser tous ses commentaires clients, tous ses feedbacks clients, à travers Google My Business ou ses propres outils de retour client. Donc à travers une algorithmie aujourd'hui, remonter ces feedbacks dans leurs outils d'automatisation autour du marketing pour mettre en avant leurs produits. Tu disais tout à l'heure que tu disruptes le marketing aussi. Ça automatise pas mal de sujets dans le marketing, en tout cas en termes d'image. Et enfin, revoir la conception de leurs produits. Donc voilà, utiliser l'IA dans toute la chaîne de valeur du retail, en partant de ce qui est le plus important, le retour sur les produits, le retour du client par rapport à l'usage qu'ils font des produits de Maison du Monde, et l'appliquer à tous les métiers de l'entreprise. Et la vision du CEO, c'était bien aujourd'hui, dans mon entreprise, tout le monde doit utiliser l'IA. En tout cas, appréhender l'IA et avoir un usage qui lui est propre et individuel. Je crois que tu l'as bien résumé, Henrik, dans ton post. Je fais un peu de pub aussi pour nos posts. Pardonne-moi. LinkedIn, lisez le post LinkedIn d'Henrik. Donc voilà. Donc avoir cet impact sur l'expérience client, c'est, je pense, la meilleure façon de commencer l'histoire dans une histoire dans l'entreprise. Merci beaucoup, Cyril. Et du coup, donc là, tu as donné des perspectives sur l'expérience client. Quid de l'expérience employée? Olivier, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, je peux vous parler un peu de ce qu'on fait côté Capgemini. Bon, c'est un très grand groupe, donc ils ont quand même, on va dire, pas mal de moyens. Donc il y a déjà sur tout ce qui est... alors on a beaucoup de formation autour de la GenAI. C'est-à-dire que déjà, on a à disposition en interne un chat qui est sécurisé. Et donc, ce qui nous permet de pouvoir faire de l'upload de documents de type PDF et de pouvoir interagir dessus. Et donc, on a des formations qu'on appelle sur la Prompt Academy. Voilà, donc c'est des sujets qui sont obligatoires. On a aussi des outils, alors plutôt sur notre partie un peu plus consulting, on fait quand même beaucoup de slides. Donc c'est un de nos assets. Et donc on va mettre l'ensemble de nos slides que l'on fait dans un espace partagé de type SharePoint. Par contre, on ne met pas plein de métadonnées. Non, il y a une IA qui vient lire l'ensemble des fichiers et sur lequel après nous, on peut interagir. Donc par exemple, on dit, tiens, là je dois faire une présentation pour un acteur dans le transport.
trouve-moi des slides qui peuvent être intéressantes et qui parlent des gains de productivité sur cette partie-là. Voilà. Et donc là, on a donc une IA qui va nous présenter les 3 ou 4 slides qui peuvent être intéressantes pour avoir des idées et que l'on peut récupérer. Donc voilà, donc ça on a vraiment en fait des outils donc en interne et on pousse énormément à ce que les collaborateurs s'approprient les usages de l'IA de la part de la formation. Merci beaucoup, Olivier. Du coup, je suppose que vous utilisez fortement les technologies Microsoft pour faire ça ? Alors, on a Microsoft et aussi Mistral, hein, parce qu'on a un partenariat avec Mistral. Voilà, c'est qu'on est en fait en capacité pour des clients de déployer même Mistral commercial chez des clients dans leur data center. Ça marche, merci beaucoup. Et du coup, pour finir sur cette première partie, Henrik, de mémoire, l'idée c'était que tu partages des perspectives sur la partie process et opération, au-delà de l'usage interne qu'a décrit Olivier chez Capgemini. Oui, en fait, c'est le cadre qu'on s'était donné de se dire, voilà, ça impacte sur au moins 3 axes. Il y a même un 4e. Donc, la partie expérience employée, on a parlé. On a la partie revoir l'expérience client. Et puis, la partie opération et puis business model. Opération, on a eu quelques exemples, on a cité quelques-uns tout à l'heure à la BPI, on a eu quelques exemples où on voit où on peut intégrer l'IA générative ou l'IA d'une manière générale dans sa manière de fonctionner. Je vais essayer de vous donner 2 petits exemples et puis essayer de tirer un peu le trait pour aller jusque sur le business model. Le premier exemple sur les opérations, prenons alors c'est à la limite entre guillemets aider l'employé et appliquer ses opérations différemment, mais si on prend des techniciens sur le terrain, j'ai échangé avec des personnes qui travaillaient dans le bâtiment il n'y a pas très longtemps. Leur problématique, c'est de s'assurer que les techniciens terrain respectent bien les normes de sécurité. Les normes de sécurité, quand ils viennent faire, en l'occurrence, c'était dans le bâtiment, mais c'est sur de l'hygiène ou des choses comme ça. Et ces normes de sécurité, en fonction du bâtiment, en fonction du client, en fonction du lieu où on change, etc., elles sont complètement différentes. Et on ne peut pas présupposer que le technicien, enfin la personne sur le terrain, les connaisse. Donc avoir un agent conversationnel ou un guide qui rappelle les bonnes pratiques, qui vérifie que les éléments de mise en sécurité sont respectés, etc., etc., c'est intégrer quelque part un compagnon ou intégrer un outil qui va permettre à la personne terrain d'appliquer, etc. On peut utiliser aussi l'IA pour vérifier dans ces opérations si on est en conformité avec des réglementations, etc., soit dans de la documentation, soit des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a toutes les entreprises aujourd'hui qui se disent, voilà, il y a je ne sais pas si tout le monde est familier avec la CSRD qui arrive, donc une nouvelle réglementation qui demande aux entreprises de reporter, pas uniquement sur la dimension financière, mais sur la dimension environnementale et sociétale de leur entreprise. Donc c'est une nouvelle réglementation européenne. Pour faire son rapport en conformité avec la CSRD, sur son périmètre scope 1, scope 2, ça va encore, sur la dimension environnementale, mais connaître les informations qui sont cruciales pour faire son rapport sur son scope 3, c'est-à-dire sur ce que ses fournisseurs font. Si vous prenez une grosse boîte comme, je sais pas moi, Accor, L'Oréal, etc., savoir comment les coiffeurs utilisent les produits L'Oréal et l'impact que ça a, etc., c'est extrêmement difficile. Donc pour gérer et aller chercher cette information, être capable d'utiliser l'IA générative qui va faire la corrélation de données, qui va aller pousser juste le petit questionnaire très simple et facile à répondre, mais qui va analyser les réponses qui sont en général pas structurées dans la manière de répondre et avec des données qui sont beaucoup plus structurées dans la manière de devoir faire le report. Voilà, ça permet de le faire. Et juste pour donner un exemple, alors là, c'est pas IA génératif, mais pour vous montrer que, et on aura certainement des cas comme ça de l'IA générative, mais pour l'instant sur l'IA, comme quoi quelque chose qui touche aux opérations, ça peut complètement après transformer un business model. Moi, je vous donne juste un exemple. Vous prenez par exemple un ascensoriste qui est extrêmement connu, donc ThyssenKrupp, voilà, une grosse marque d'ascenseurs, qui il y a quelques années maintenant, ça fait
presque une dizaine d'années, qui se sont dit, tiens, on va intégrer l'IA dans nos process. Et donc, ils se sont mis à à capter de la data sur les capteurs et donc à avoir de l'information sur comment se comporte l'ascenseur. Puis quand on a de l'information sur comment se comporte l'ascenseur, on peut faire de la maintenance prédictive. En gros, on sait que quand le capteur il ralentit, etc., 50 cycles après, il y a une panne. Donc, on envoie le technicien où il y a la panne. Donc, ça, c'était... je change un peu mon modèle opérationnel de la manière dont je fais ma maintenance. Mais après, ils sont arrivés à se dire, mais ça pourrait être du business supplémentaire. Donc, j'en fais une offre à valeur ajoutée que je vais vendre à mes clients, qui s'appelle Max chez eux. Et c'est devenu une offre et un nouveau service. Et puis, à partir du moment où ils ont commencé à vendre ça et à avoir de plus en plus d'ascenseurs connectés, de plus en plus de data, ils se sont dit, en fait, on connaît très bien la manière dont fonctionnent nos ascenseurs, on connaît très bien leur comportement. Peut-être que maintenant, notre business model, c'est plus de vendre l'ascenseur de la manière dont on le vendait. On va le vendre peut-être au taux de disponibilité ou à l'usage, et donc le côté ascenseur as a service. Et donc le fait d'être encore plus orienté de data et IA, au-delà juste de l'IA générative, permet d'arriver à même impacter et transformer un business model. Ouais, merci Henrik. Et du coup, je trouve ça particulièrement intéressant parce que quand on souhaite, et ça fera un lien avec la partie 2, mais avancer sur des projets autour de l'IA dans l'entreprise, souvent les premières questions qui peuvent être posées, c'est quid de la productivité, etc. Mais à mon sens, l'enjeu, c'est pas tant d'aller économiser du temps, mais plutôt d'aller créer de la valeur ajoutée sur le business. Et pour ma part, chez Adobe, c'est ce que je vois. Parce qu'on a 2 streams, donc la partie création de contenu et la partie expérience client. Donc on va venir ajouter pas mal d'IA dans des services comme Photoshop. On peut avoir ces questions sur la productivité, sur le fait de dire, est-ce que finalement, comme je vais aller 10% plus vite, je vais réduire ma team de 10%. Sauf qu'en parallèle, on a côté expérience client une vraie demande de passage à l'échelle sur la création de contenu pour personnaliser les publicités, par exemple, qui vont être partagées à un client donné. Et du coup, l'idée, c'est pas d'augmenter de 10 ou 20% la capacité de l'équipe qui crée des contenus, mais plutôt de faire fois 1000. Et c'est là où l'IA générative est d'une part une réponse pour les équipes opérationnelles et pour le business, parce qu'on est sur de la création de valeur. Je crois qu'on n'a pas été trop mal sur la gestion du temps pour cette première partie. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir ou poser une question particulière. Vous avez 10 secondes. Forcément, si ça fait partie de vos externalités, en fait, si vous intégrez, si vous êtes une entreprise et vous utilisez, au même titre qu'il faut intégrer la consommation énergétique de ces PC, et c'est d'ailleurs, c'est pas son scope 3, d'ailleurs, c'est son scope 1, voire même son scope 2, selon ce qu'on a. Donc oui. Et donc si on utilise du cloud ou l'IA, etc. D'ailleurs, en tant que cloud provider, tous nos petits clients nous demandent gentiment l'impact du cloud et voilà. Ça répond à la question. Bravo, Henrik. Super, du coup, sans plus attendre, je vous propose de passer à la partie 2. Donc, après avoir partagé ces perspectives fascinantes sur les développements récents de l'IA générative, on va passer sur les aspects liés à l'intégration de cette technologie. Donc, les clés de succès, les bonnes pratiques pour la mise en œuvre et l'adoption de l'IA générative. Donc, pour cette deuxième thématique, je voudrais commencer avec toi, Henrik, puisque tu accompagnes depuis de nombreuses années dans le cadre de tes activités chez Microsoft la transformation des organisations. Donc, qu'est-ce que tu vois qui marche bien à ce sujet? Quelles seraient tes recommandations autour de la stratégie à mettre en œuvre? Déjà, c'est juste partager avec vous un constat. Tout à l'heure, on avait la BPI, donc je vais rebondir sur un des chiffres de BPI Lab. Le premier constat que j'ai envie de partager avec vous, c'est que si on regarde en ce moment, il y a 2 phénomènes qui sont en train de se passer. Il y a un phénomène qui est plutôt très grandes entreprises sur l'IA générative et qu'on peut qualifier de FOMO, de Fear of Missing Out. Tout le monde a envie d'y aller. Il ne faut pas qu'on loupe la vague de l'IA générative. Ce phénomène, ce n'est pas du tout ce qui se passe chez les plus petites entreprises. Si vous prenez les chiffres de BPI Lab, seuls 3% des dirigeants de petites entreprises utilisent l'IA générative. Et à 71%, c'est parce qu'ils ne sont pas formés. À 72%, ils n'ont pas identifié leur cas d'usage. Et de l'autre côté, on a un autre phénomène, là c'est plutôt lié aux individus,
Et donc sur les individus, on a plutôt un phénomène qui est là, qui est le côté entre guillemets phobo, le fear of being obsolete. Bah, je flippe de me faire remplacer par l'IA. Ou quid si ma direction là. Donc une fois qu'on a ce contexte-là bien en tête, et on l'a dans toutes les entreprises, là en l'occurrence, de se dire, voilà. Bah, les clés du succès, souvent on peut le prendre sur un prisme stratégie, organisation, culture. Moi, la première chose, c'est de se dire, stratégie, c'est souvent se dire, c'est tactique dans un premier temps, c'est de se dire comment je trouve mon premier cas d'usage. Voilà, souvent se dire, que ce soit les petites entreprises ou les grandes entreprises, comment je trouve mon premier cas d'usage ou mes cas d'usage. Le vrai sujet, si on veut trouver ces cas d'usage, c'est de se concentrer sur ceux qui ont un caillou dans la chaussure. Et c'est pas donc premier entre guillemets conseil ou tips, c'est de ne pas avoir une approche technocentrée. C'est pas parce qu'on a un nouveau marteau que tout doit ressembler à la tête d'un clou. Le vrai sujet, c'est pas qu'est-ce que l'IA générative peut faire pour moi, c'est quel caillou dans la chaussure mes opérationnels ont. Et donc pour savoir ça, il faut impliquer les opérationnels. Donc il faut avoir une approche un peu plus bottom-up que top-down. Donc comment on est inclusif, comment on discute avec les fonctions métiers, etc. Et on comprend. Et on comprend ce dont ils ont besoin, où on les fait s'exprimer. Pour ce faire, il faut les sensibiliser. Donc il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils aient moins peur de l'IA et qu'ils voient l'univers des possibles pour après se dire, tiens, j'ai compris et donc j'aurais envie de pouvoir faire ça différemment. Et tiens, l'IA générative, ça. Et là, en sous-jacent, il y a un sujet de valeur. Le vrai sujet, c'est quelle valeur l'IA générative, elle va apporter. Et très souvent, on est un peu biaisé dans les organisations parce que la valeur, on la regarde que sur un prisme ROI. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Je suis juste en train de dire, regardons déjà la valeur et la valeur au niveau des individus avant de se dire comment ça va impacter mon PNL en bas et côté bottom line. Et après, l'autre clé du succès, c'est dans cette dimension un peu organisation, c'est de se dire, un sujet IA, ce n'est pas un sujet data, ce n'est pas un sujet IT et ce n'est pas un sujet métier. C'est les trois à la fois. Donc dès un début de projet et jusqu'au bout, c'est ce triptyque-là ou cette triade-là qu'il faut mettre en œuvre. Parce que c'est ces trois-là qui vont devoir travailler ensemble à faire en sorte que le cas d'usage dont on a parlé, il délivre de la valeur. Donc pas avoir une approche technocentrée, avoir une approche où on mêle entre guillemets les métiers, on est inclusif, où on se concentre sur la valeur plutôt que sur la tech. Et après, il y a encore beaucoup de choses, mais voilà, sinon je vais monopoliser la parole. Merci Henrik, tu as parfaitement tenu le timing, je te félicite. Tu nous as parlé du coup de la partie stratégie, organisation et culture. Maintenant, cette gestion de projet pose aussi des problématiques autour de la gouvernance de la donnée. Cyril, est-ce que tu pourrais nous en parler? Est-ce que tu as vu des choses qui marchent bien justement sur le retail ou d'autres secteurs d'activité? Oui, bien sûr. T'as vraiment tout dit en fait. Je sais pas trop comment rebondir. Je sais pas trop comment. Non, mais on est bien alignés. Ça c'est déjà le bon point. Non, ce que j'ai envie de rajouter, c'est deux idées. C'est que en fait on est vraiment au début du commencement en termes de puissance de l'IA générative. Je pense qu'on part tous de cas d'usage. On ne sait pas encore trop ce que ça va devenir. J'ai essayé de trouver une métaphore, vous allez m'aider messieurs, il y a dans les 10-20 dernières années, pour vraiment... c'est un peu comme le début du web, c'est un peu comme l'email. Voilà, c'est un peu comme l'email. Quand on a réussi à inventer l'email, on s'est dit c'est génial, on peut envoyer des messages, super. Et après, derrière est arrivé le traitement de texte, Excel, PowerPoint, tous les outils collaboratifs, tout ce qu'on fait aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc., etc. Je pense que l'IA générative, c'est un peu pareil. C'est là aujourd'hui, tout le monde s'en sert. On ne sait pas trop encore en entreprise ce qu'on va en faire, mais on est excited par ce qui va se passer. Donc, je construis sur ton point, c'est une révolution de l'inclusivité, de l'usage, ce qui fait la différence aujourd'hui et ce qui nous perturbe, nous, avec nos backgrounds ingénieurs, par rapport à nos métiers d'ingénieurs très processisés, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, enfin on connaît tous ce qui nous fait gagner beaucoup d'argent aujourd'hui dans le conseil et dans le service. C'est un peu quand même aussi disrupté parce que tout le monde peut avoir son projet d'intelligence artificielle ou de générative IA et honnêtement les bonnes idées viennent de partout dans l'entreprise et de tous les métiers et de tous les usages. Et aujourd'hui, un marketeur qui n'a jamais fait d'informatique, il peut vous pondre un site web de folie
en utilisant l'intelligence générative, et il peut vous faire une créa de dingue sans être un pro de la créa, tout ça en quelques jours. Donc la réalité, enfin, je vais reprendre une phrase qu'on dit chez Google, c'est on ne compete pas against IA, d'accord, on compete against un marketeur qui va utiliser l'IA, d'accord, ou une entreprise qui va mieux utiliser que l'IA que vous. Donc, qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise aujourd'hui? Capacité à trouver des clients, à gagner, à faire du revenu, à gagner de l'argent, de la croissance, et évidemment être efficace, efficiente, gain de productivité. C'est tout ce qui fait la valeur d'une PME ou d'une grande entreprise. Donc on est dans ce golden age of innovation. On est à ce moment-là. Donc, pour ceux qui ont connu les années 2000, 2001, je vois quelques personnes de ma promo, on est à ce moment-là par rapport au web et à l'Internet. Et on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il vaut mieux être excité que râleur et boudeur. Voilà, ça c'est ma première idée que je voulais développer avec vous. Après, en termes de gouvernance autour de la data, je trouve que la deuxième idée, c'est que, on parle beaucoup d'intelligence d'IA générative, mais vous avez tous vu qu'en fonction du prompt, on n'obtient pas la même réponse. D'accord ? Donc, si on rentre un peu dans le détail, dans la complexité à l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la qualité de la donnée. On ne va pas avoir la même efficience en fonction de la qualité de la donnée. Donc, tous ces projets d'IA ou d'IA générative, on réengage des grands chantiers de qualité de données, de structuration de la donnée et de gouvernance de la donnée. Donc ça, c'est aussi un grand sujet dans les semaines à venir. Il va falloir maintenant qu'on s'assure que ces data warehouse, c'est un peu l'histoire qui se répète quand même depuis certaines années pour tous ceux qui ont bossé sur ces sujets. Hein. Les data mart, data warehouse, là maintenant, honnêtement, en business intelligence, pendant des années, on s'est satisfait d'une qualité moyenne de données. Aujourd'hui, on a des gros écarts avec l'IA générative en fonction de l'input. D'accord ? Moi, je l'ai vu chez Google, dans l'automatisation des campagnes marketing aujourd'hui, en fonction de la créa, en fonction de l'asset texte que vous lui donnez, en fonction de tout l'historique de données, de l'efficacité des campagnes marketing, derrière, vous avez des millions de dollars de revenus d'écart par rapport à l'input de la data. Donc, voilà. Donc, je construis sur ton point inclusivité et franchement, l'innovation peut venir de partout. Et deux, un point un peu plus technique en termes de gouvernance, la qualité de la donnée va faire la différence. Merci beaucoup Cyril. Est-ce que du coup, sur cette thématique... Tu me permets juste une petite... Bien sûr, Henrik. Non, mais j'étais en train de me dire... En fait, il faut faire ses devoirs à la maison. Sur le sujet de la data, ça a l'air d'être évident, mais il faut faire ses devoirs à la maison. Et il y a beaucoup de clients qui sont en train de... Enfin, que je dis clients d'entreprise, pardon, qui sont en train de se rendre compte que s'ils n'ont pas fait leur devoir à la maison, déjà, ça ne marchera pas et ils ont des mauvaises surprises. Je donne juste un exemple. Quand vous mettez un agent conversationnel, un copilote, qui va indexer l'ensemble des données de l'entreprise, si vous n'avez pas fait vos devoirs à la maison, si vous n'avez pas rangé les fichiers qui ne doivent pas être accessibles par tous les collaborateurs, ça va être indexé. Et comme par hasard, quand on va prompter, on va retomber sur des documents qu'on n'aurait pas le droit de faire. Pas le droit d'accéder. Donc ça, c'est le premier point. Mais derrière, et ça, on ne l'a pas touché du doigt, mais le sujet de la data, c'est bien d'un point de vue... il y a toujours ce triptyque, hein, people, process and tools. Donc, est-ce que j'ai mis des process de gouvernance, etc. Est-ce que j'ai des outils, je partage, voilà, j'ai un data warehouse, un data lake, etc. Il y a un vrai sujet people, et un vrai sujet people, c'est un vrai sujet culture. Enfin, vous le savez, dans les entreprises ou dans les organisations, partager la donnée, c'est moins un sujet IT qu'un sujet culture. Hein. Il y a un vrai frein culturel à partager la donnée entre le service commercial, le service marketing, le service financier, le service machin, etc. Voilà, donc c'est le petit... Et donc, si on veut vraiment aller être encore plus data-driven ou AI-driven ou une AI compagnie, il y a du pain sur la planche. Du coup, je rebondis, je construis. On a dit qu'on se couperait un peu la parole pour que ça soit dynamique. Je crois que c'est fait. Tu as parlé des agents tout à l'heure. Et en fait, quand on parle de gouvernance de données, on a beaucoup échangé autour du test and learn aussi.
Et ça construit exactement sur ton point. Tu parlais aussi de Mistral AI. J'ai discuté avec Arthur Mensch ces dernières semaines. Et la vision de Mistral est très claire. C'est de développer des agents par métier. Donc l'agent juridique demain qui va être votre assistant juridique dans l'entreprise, l'agent commercial qui va être votre super vendeur qui va vous aider à former peut-être et à empower vos équipes commerciales, l'agent de marketing, l'agent dans plein de métiers, la finance. À l'évidence, la finance, on va gagner beaucoup de temps en automatisant le contrôle de gestion et peut-être la comptabilité, les clôtures comptables, etc. etc. Donc, il y a vraiment dans cette gouvernance, je pense qu'il faut y aller step by silo, enfin, j'allais dire silo par silo. Oui, c'est vrai que c'est des silos en entreprise et c'est presque métier par métier. Il faut apprendre métier par métier parce que chaque agent va être spécialisé, il va être beaucoup plus fort qu'un agent généraliste. Comme le sont les LLM du marché aujourd'hui. Si vous leur posez des vraies questions un peu techniques et pointues sur votre métier, ils seront toujours encore un petit peu à côté de la plaque. Et un bel outil aujourd'hui qui vous permet de vous rendre compte de ça, on en parlait aussi quand on a préparé cet entretien, c'est les notebooks LM de Google, je crois que tu l'évoquais aussi tout à l'heure, qui vous permet, je crois que ChatGPT a ses GPTers aussi, ou son équivalent, de mettre vos propres PDF par domaine, par thématique donnée, de vous créer vos thématiques. Et vous allez voir comment l'IA, quand vous la spécialisez, quand vous lui donnez la ressource ou la donnée, est meilleure. Ça permet à l'échelle de l'individu de se rendre compte de la puissance que peuvent avoir les agents demain, que pourront avoir les agents demain en entreprise. Oui, sur Notebook LM, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ce que j'avais vu, c'est que tu pouvais par exemple charger un PDF qui faisait 20 pages et c'est là te générer une conversation sous forme de podcast entre deux personnes avec un animateur et du coup le connaisseur, enfin la personne qui a partagé son expérience pour présenter tout simplement la thématique. Et effectivement, c'est assez révolutionnaire. Exactement. Cathy va mettre cette vidéo sur YouTube dans quelques jours et vous pourrez demander à Notebook LM ou à un algorithme de retrouver le passage qui vous intéresse en quelques clics. Merci, messieurs. Encore des choses à rajouter? C'est bon? Oui? Ok, cool. Est-ce que quelqu'un, au fond de la salle, peut partager une expérience ou une question sur le sujet? Alors, je vais me déplacer, bouge pas. Ça marche encore? Merci. C'est un peu fort. Moi j'ai une question pour Henrik et Cyril en même temps. Donc je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'utilise ChatGPT, Copilot, etc. Dans mon travail au quotidien et ça m'aide à être plus productif. Et comme vous disiez, Henrik, il ne faut pas non plus avoir une vision très technocentrique parce qu'on voit bien les gains de productivité qu'on a de notre côté, mais derrière, il faut aussi que l'IA permette d'avoir des gains en termes business. Aujourd'hui, on voit Google et Microsoft et les autres GAFAM, Amazon, etc., investir énormément en CAPEX dans des serveurs. Mais aujourd'hui, où sont les clients ? Est-ce qu'on voit justement se développer des usages business, des usages métiers, où l'IA permet à des sociétés qui ne sont pas justement des sociétés technologiques de générer du chiffre d'affaires, de générer de la croissance? La réponse, elle est oui, et en même temps, je n'ai pas envie de me citer, mais je vous invite quand même à lire, parce que je me suis cassé la nénette quand même à écrire cet article. Mais le vrai sujet, il est dans la question que je me permets de te tutoyer, dans la question que tu poses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se sont lancées dedans, qui voient un gain opérationnel de productivité chez les développeurs, chez des cols bleus, des cols blancs, etc., etc. Le vrai sujet, et on voit les études du BCG, du Gartner, il y a BCG qui a sorti une étude en disant la problématique, c'est de passer de cas d'usage à de business case. Business case étant le truc qui impacte en bas le PNL. Et le Gartner qui dit il y a 25%, il y a 30% des projets d'ici 2025 d'IA générative qui seront arrêtés parce que, entre autres, on n'aura pas réellement réalisé ou déterminé la valeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a deux choses. Qu'il y a un gain immédiat qu'il faut, à mon avis, faire réaliser au niveau des individus,
mais qu'il ne faut pas se voiler la face. Et ça, c'est un peu le côté brillant à chaque fois. Et ce n'est pas que sur l'IA générative, hein, c'est sur toutes les technologies et autres, d'une manière générale. C'est que si on ne fait pas l'effort d'industrialiser et de consolider, on n'obtiendra pas le gain opérationnel et la consolidation en bas de PNL. Donc, à ta réponse, très simplement, oui, il y a déjà, entre guillemets, des use cases. Oui, il y a déjà du gain. Oui, il commence à y avoir quelques business cases. Mais chaque entreprise doit faire l'effort de consolider et de sédimenter la valeur pour arriver à ces fameux business cases et pour arriver, et pas que les entreprises de la tech, hein, j'en ai plein, des exemples, pour arriver que ça impacte un peu plus largement et de manière industrielle. Ouais, je pose aussi un autre exemple. On travaille avec un fait client qui est en fait chargé de faire des fusions et acquisitions. Donc on travaille avec eux depuis maintenant 1 an et demi. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment au tout début, on va dire en fait l'IA générative. Donc eux, leur en fait cas d'usage, qu'est-ce que c'est? C'est que ils veulent acheter par exemple une entreprise. Ou alors ils sont en intermédiaire, ils doivent se mettre d'accord sur un fait de prix, voir les points forts, les points faibles de l'entreprise, donc comment ça marche. On va constituer une en fait data room. Donc généralement en plus c'est sur un fait de délai qui est très très court, hein, c'est juste, je crois que c'est 15 jours ou en fait 3 semaines. On a une en fait data room sur toute la documentation de l'entreprise. Et de manière traditionnelle, en fait, va dire, c'est des consultants. Généralement, c'est McKinsey, etc. Donc, payés plusieurs milliers d'euros par jour, qui sont là. Ils vont éplucher toute la documentation, voir quels sont les points faibles, quels sont les points forts, quels sont les points un peu en fait, de vigilance, pour après dire, bah voilà, on estime que la fourchette de prix de l'entreprise, c'est tant. Voilà. Donc là, on travaille avec eux. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est que cette en fait, data room, elle est donc travaillée avec une IA. Et après, il y a les analystes de l'entreprise posent des questions à l'IA pour retrouver peut-être les bons en fait, passages dans les documents. Et là, ce qui est en fait sûr, c'est qu'ils ont effectivement vu vraiment un gain de productivité assez important. Et donc, du coup, ils utilisent moins de en fait, consultants McKinsey, plutôt qu'en avoir peut-être 10 pour une étude, ils en mettent 2 fois moins. Voilà, donc ça, c'est un vrai cas d'usage. On travaille avec eux depuis 1 an et demi. Merci, Olivier. Cyril? Ouais. Non, juste, je reviens sur mon point, on est au début. Aujourd'hui, on parle des large language models. Donc, tu citais GPT, Gemini peut-être, Mistral AI. Tu les as tous cités dans ton slide tout à l'heure. Donc, évidemment, l'engouement et le business model est à travers ces nouveaux business models. Donc, je ne crois pas qu'une entreprise traditionnelle va se lancer dans un large language model. Vous avez vu combien Mistral AI a levé pour pouvoir s'appuyer sur des capacités cloud. Enfin, l'infrastructure cloud pour faire tourner un modèle aujourd'hui est colossale. C'est colossal. Les investissements qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui pour pouvoir créer une intelligence artificielle. D'où OpenAI, d'où Copilot, d'où Gemini, d'où des gros acteurs qui sont capables d'investir là-dessus. Donc, est-ce qu'il y en aura d'autres? J'espère. Est-ce qu'il y aura des Européens comme nous tous on espère? Sur la capacité à créer des nouveaux business, je pense que tu as donné des super exemples. Alors, rappelez que, en fait, l'IA n'est possible souvent que le cloud est un vecteur d'accélération de l'IA. Donc, les révolutions technologiques se suivent. On arrive à l'IA aujourd'hui pour plein de raisons, parce qu'on a les infrastructures, on a les algorithmes et on a la data. Donc il faut avoir la combinaison technologique de ces vecteurs pour être capable de... Voilà. Et là où je crois, moi, pour construire, pour peut-être élargir sur un autre exemple, je pensais il y a quelques jours à la capacité de prédiction météorologique, notamment. Vous avez tous vu la catastrophe naturelle qui arrive en Espagne. Voilà, pour en discuter avec pas mal de grands clients et des acteurs.
les risques de séisme, les risques naturels qui sont de plus en plus forts. J'ai vu aussi chez Google, vous avez vu le prix Nobel autour du programme AlphaFold. Donc on a modélisé des 200 millions de protéines en quelques mois. Il fallait plus 1 milliard d'années à un chercheur pour être capable de faire ça. Donc maintenant, tous les chercheurs du monde entier ont accès à cette modélisation en 3D pour faire de la recherche médicale. Voilà, évidemment, ça va avoir un impact. Donc, ne voyons pas, pardonne-moi, mais que l'impact business aussi. Je pense que l'impact humain, sociétal, si l'IA arrive à faire ça, voilà, on aura fait un grand pas. Et le reste suivra, certainement. Merci Cyril. Du coup, on va changer un peu les règles du jeu parce que j'ai bien fait de passer dans l'audience tout à l'heure. Je pensais qu'on était bon sur le timing, pas du tout apparemment. On m'a dit il y a 10 minutes qu'il nous en restait 10, donc il nous en reste plus que 5. Donc on va le faire à l'effrayant, on va s'adapter. La partie 4 sur l'employabilité, on pourra la gérer après en discussion si ça vous va. Et du coup, je vous propose de finir en 5 minutes sur la partie 3 que tu peux introduire, Olivier, sur la partie réglementaire et les problématiques de sécurité autour de la propriété intellectuelle. Oui, tout à fait. Donc, je vais reprendre le slide que j'avais présenté précédemment. Donc, sur la partie, tu m'as dit, juridique aussi, peut-être. Voilà, donc sur la partie juridique. Alors, évidemment, quand on utilise une GenAI, on a un chatbot, on peut poser, est-ce que ce que dit chatbot, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est opposable? Donc là, j'ai une petite anecdote. Donc, c'était aux États-Unis. Donc, c'était un voyageur, il avait loupé son vol. Et donc, il demande au chatbot de la compagnie aérienne s'il pouvait se faire rembourser. Et le chatbot dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, il fait tout, les papiers, il envoie. Et là, on dit, ah ben non, vous ne respectez pas le contrat. Et donc, cette personne est donc allée en justice et elle a donc gagné parce que la justice a considéré que le chatbot était un employé de l'entreprise, donc même titre qu'un employé, et donc comme il avait donné son accord, il a donc gagné. Voilà, donc toute la partie responsabilité de la GenAI et de l'IA, c'est des choses sur lesquelles on travaille toujours. Il y avait aussi l'autre aspect, c'était, rappelle-moi. Propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, comme on l'avait déjà évoqué, déjà une GenAI, on ne sait pas sur quelles données elles ont été entraînées. Donc ça, c'est un peu un fait secret que tout le monde garde. On ne sait pas quelles sont les différentes données. Et donc, potentiellement, il peut y avoir des informations qui sont retransmises et qui sont soumises à droit d'accès. Donc, notamment, on a le cas de Perplexity.ai, où je crois que c'est le New York Times ou le Washington Post, je ne sais plus, porté plainte, puisque l'IA recrachait certains passages d'articles. Donc, c'est une réelle problématique sur la propriété intellectuelle. Voilà, j'essaie d'accélérer un peu. C'était super. Olivier, un dernier mot? Non, mais sur ce point-là, juste que tout le monde voit. D'abord, il faut juste sur la propriété intellectuelle, il y a un vide juridique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse juridique en disant si j'utilise l'IA générative et que je produis un contenu, est-ce que j'en suis propriétaire ou pas? C'est pour ça qu'on a un certain nombre la plupart des grands éditeurs, donc on peut citer Adobe, on peut citer Google, on peut citer Microsoft, qui se sont engagés en disant si vous utilisez nos technologies, mais que vous n'avez pas désactivé les feats, les machins, etc., et que vous n'êtes pas en train de vouloir générer une histoire qui parle d'un petit sorcier avec des lunettes rondes ou générer un logo d'une pomme croquée, donc en gros, si vous avez un usage respectueux, alors nous, on s'engage à vous défendre devant les tribunaux, etc., sur les données amont et sur les données aval, en l'occurrence pour Google et pour Microsoft. Donc ça, c'est sur le complet, la partie propriété intellectuelle. D'une manière générale, autour de l'IA, vous savez, il y a des sujets d'enjeux d'IA responsable ou d'éthique. Je vous cite un certain nombre de principes. Alors, il y a des boîtes qui en ont 12, il y en a qui en ont 8. Chez Microsoft, il y en a 6. Mais
on a l'équité, la transparence, la responsabilité, le respect de la vie privée et l'inclusivité et la fiabilité et la sécurité. Tout ça, toutes ces choses-là, c'est pas uniquement pour des faiseurs de techno, quoi. De plus en plus, les entreprises qui vont utiliser l'intelligence artificielle ou qui vont mettre l'intelligence artificielle en œuvre vont devoir se poser ces questions-là et vont devoir en mettre en place entre guillemets, comme une gouvernance, comme on a mis en place la RGPD, etc. Donc, et ça doit faire partie maintenant de la nouvelle littératie que tous les collaborateurs vont devoir connaître. Les sujets d'équité, il y en a énormément, vous savez ce que c'est. Alors, on parle souvent de biais dans les algorithmes, il n'y a pas de biais dans les algorithmes, il y a des biais dans les data, mais pas dans les algos. Et il y a des biais dans les data parce qu'il y a des biais dans les humains. Et ça, c'est un véritable sujet qui existe depuis super longtemps sur l'IA générative. Enfin, on pourra donner des exemples. Donc, ça, c'est extrêmement important. Le dimension qui est super important sur le socle, les sujets de transparence, etc., c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est est-ce que je suis responsable, entre guillemets, quand je ne suis pas responsable au sens, est-ce que c'est normal d'utiliser l'IA générative pour faire tel ou tel service? Est-ce que je ne suis pas en train d'aligner des droits fondamentaux à mettre de l'IA générative pour autoriser ou pas l'accès à un contrat d'assurance? Ou est-ce qu'il faut que je mette un humain? Ou est-ce que mon algo il doit être transparent quand je l'utilise pour du diagnostic médical, etc. Donc ça, c'est des questions qui, heureusement, ne sont pas que à la main des entreprises. Et vous savez que l'AI Act arrive. Donc si vous ne le savez pas, voilà, l'Union européenne s'est saisie du sujet. Et il y a maintenant une réglementation qui arrive et voilà, ça te permet de conclure. Ben voilà, de rebondir sur ce que c'est et conclure. Voilà, je crois qu'on est obligé de s'arrêter parce que comme on a commencé en retard, on doit résumer un tout petit peu les différentes parties. Merci beaucoup messieurs pour le partage de votre expérience et je crois que maintenant on passe la main à Wely. Si je oui, merci infiniment en tout cas pour cette table ronde. On pourra prolonger les discussions pendant le cocktail, ça sera très cool. Donc rapidement maintenant, sans transition, dernier temps fort de la soirée. On est très heureux de vous présenter Wely, start-up incubée chez Effray Entrepreneurs et portée par Catherine et Taoli. À vous. Bonjour à tous, je suis Catherine, voici Taoli, nous sommes copilotes pour vous présenter Wely. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question comme ça. Qui parmi vous prend au moins 5 minutes dans la journée pour soi-même, à main levée comme ça? Pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Pas beaucoup. Je vous pose cette question tout simplement parce qu'on a remarqué que près d'un élève sur 2 connaît la dépression. Donc ça, c'est les sources de Santé publique France. Et étant récemment étudiante à l'Effray, enfin j'ai terminé du coup mon cursus à l'Effray, je sais ce que ça fait de jongler entre les devoirs, les attentes familiales et la pression en général. Et à cette époque, j'aurais bien voulu avoir un outil qui m'accompagne au quotidien pour ces besoins. D'où l'idée de Wely, une application de bien-être destinée aux jeunes qui les accompagnerait au quotidien pour leur santé mentale. Et donc, Catherine, où en sommes-nous au niveau des applications sur le marché? Aujourd'hui, il y a 4 applications qui sortent du lot. 3 géants américains et un champion français, Petit Bambou. On peut remarquer que les utilisateurs sont jeunes, 3 quarts ont moins de 30 ans. Tout simplement parce que l'accès aux soins traditionnels est difficile pour eux en raison des coûts et des délais d'attente très longs. Ce qui contribue au succès du marché des applications du bien-être mental. Le marché aujourd'hui est estimé à 2 milliards d'euros. Les 4 leaders mondiaux ne représentent que 21%, ce qui reste encore pas mal d'opportunités à aller chercher. Et Taoli, pourquoi Wely dans tout ça? Et oui, donc pourquoi Wely et pourquoi pas une énième application sur le marché? Alors, vous le savez sans doute, mais on va intégrer l'intelligence artificielle dans notre application. Donc, contrairement à un Petit Bambou, par exemple, qui va proposer du contenu figé et générique pour chaque utilisateur, on va pouvoir personnaliser à 100% les séances des utilisateurs.
Donc, après un rapide échange avec le bot, on peut avoir les préférences de l'utilisateur, on peut avoir l'historique de ces données, des conversations, et on peut donc proposer vraiment une expérience qui ressemble à quelque chose qu'on a en cabinet. Alors nous, on utilise la méthode de la visualisation mentale. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est très largement utilisé maintenant, notamment par exemple pour traiter les addictions et chez les sportifs. Donc par exemple cet été, vous avez sûrement vu les JO et vous avez sûrement vu la performance de Léon Marchand. Sachez qu'il a un coach mental pour l'aider. Donc les bénéfices ne sont plus du tout à prouver. Boost de confiance en soi, des performances et réduction du stress, de l'anxiété, etc. Donc nous, pour l'instant, on propose 3 thèmes dans notre application. Donc un thème plutôt détente, relaxation, donc un thème générique sans but précis. Un thème examen, donc plutôt pour la préparation scolaire pour les étudiants. Et enfin, un thème plutôt développement personnel, donc confiance en soi. Et plus tard, on proposera évidemment plusieurs autres thèmes. Donc enfin, on travaille main dans la main avec des thérapeutes pour pouvoir vous proposer une expérience cabinet sur une application et une expérience ludique et sympa destinée aux jeunes. Donc maintenant, où en sommes-nous au niveau de l'application justement et du développement du projet? À l'heure actuelle, nous avons un MVP disponible en téléchargement sur App Store et Play Store. Pour accompagner le lancement du MVP, nous travaillons sur 2 axes prioritaires. Nous développons notre communauté via la communication sur les réseaux sociaux et nous travaillons avec les partenaires tels que les écoles, les organismes qui accompagnent les jeunes ainsi que les mutuelles. Maintenant que nous avons un produit sur le marché, Taoli va partager notre vision sur 3 ans et notre stratégie commerciale. Alors oui, donc on va commencer par du B2C en proposant un abonnement mensuel de 6 €, puis partir sur du B2B, donc pour les écoles, les organismes de santé par exemple, et proposer un tarif en fonction du volume de l'utilisateur. Et donc tout ça rentre dans une vision sur 3 ans où on va commencer à se développer sur le marché francophone pour doucement tendre sur le marché international. Nos objectifs sont clairs. En 1 an, on cherche à avoir au moins 5000 abonnés, 10 000 membres dans notre communauté et 3 partenaires business pour nous épauler. Et bien sûr, on veut aussi pouvoir spécialiser un modèle propre à nous pour pouvoir aller un peu plus loin dans la personnalisation. Et voilà, donc qui se cache derrière l'équipe Welly? Nous sommes 4 copilotes, Catherine, Taoli, Guillaume, Muriel. Sans oublier nos conseillers, merci à Charlotte et Biram. Merci à tous. Merci. Cette soirée et partager avec vous quelques informations propres à notre établissement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Comme ça, en fait, devant beaucoup de monde, je viens de faire 8 heures de cours en distanciel. Et je ne vous cache pas en fait qu'au niveau d'interactivité, ce n'était pas facile. Donc du coup, je suis Salim Nalé, responsable des programmes data et intelligence artificielle. Je suis aussi responsable académique de la formation continue. Donc je vais vous parler rapidement de l'offre formation continue. Je pense que beaucoup parmi vous ne savent pas que l'EFRE propose depuis quelques années une offre de formation continue. Donc on accompagne les entreprises pour se former. Tout à l'heure, Cyril, si je ne me trompe pas, il a dit que à peine 3% des petites entreprises commencent leur projet d'IA générative parce que, entre autres, en fait, il manque de formation. Donc, on est là pour vous accompagner, pour accompagner vos entreprises, en fait, dans beaucoup de métiers, évidemment, mais surtout dans l'IA générative. Donc, je profite de cette soirée pour vous présenter rapidement, en fait, notre offre Executive Education. Donc, on a plusieurs formats. Donc, on a des formations courtes, des formations longues, avec plusieurs niveaux, donc essentiel, expert, excellence. Donc les thématiques, bon, on trouve toutes les thématiques dans l'école experte, donc les pôles d'expertise de l'école, donc IT digital,
data, intelligence artificielle, cybersécurité, mais aussi de formation en business. Au niveau dispositif, on a pas mal de formations en intra-entreprise, en intra-entreprise et sur mesure, et on fait aussi de la VAE. Donc, on a pas mal de formations, donc je ne veux pas les citer, mais vous pouvez évidemment accéder à la brochure. Je pense qu'on a la brochure en fait, à l'extérieur. Et sinon, en fait, on peut évidemment vous envoyer par mail. Donc, dans l'IA générative, donc, on a mis en place depuis l'année dernière plusieurs formations et on a commencé à accompagner pas mal d'entreprises dans l'IA générative. Donc, on a une formation pour les managers, une formation découverte, donc sensibilisation à l'IA, comment utiliser, en fait, évidemment, savoir faire les prompts, savoir définir les cas d'usage, comment déployer, utiliser l'IA générative dans les projets, et évidemment parler d'opportunités et des risques et de l'AI Act. Deuxième formation, donc ça va un peu dans le, elle est très similaire en fait de la première, mais dédiée aux pratiques juridiques. Cette formation, on l'a créée en partenariat avec Montillon Assas. Donc c'est vraiment la même, presque très similaire de première, avec une application dans le milieu juridique. On a une formation sur 6 jours, en fait plus technique. C'est pour accompagner les DSI, les ingénieurs, à déployer des projets en IA générative, avec évidemment toutes les questions techniques à poser autour de quel modèle, comment faire, du RAG, de fine-tuning, de agentique, mais aussi poser toutes les questions sur le open source ou pas, sur le cloud ou pas, comment déployer. Il y a plein de questions que je pense que personne ne sait répondre aujourd'hui. Donc c'est une formation sur 6 jours. Et on a aussi une formation, une spécialisation qui est éligible au financement parce qu'en fait, cette formation sur 25 jours est adossée sur un bloc de compétences. Donc du coup, les gens peuvent mobiliser leur CPF pour se former. Voilà, donc du coup, rapidement, on voulait vous présenter, juste pour vous dire qu'on a une formation continue, ça existe, on fait plein de formations. On a des formations qui sont éligibles au financement, d'autres pas, évidemment, de sur-mesure ou pas. Et donc, du coup, on est à votre disposition avec mon collègue Xavier Lagrange, qui est responsable de formation continue, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Je serai ravi de répondre à vos questions tout à l'heure au cocktail. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les animateurs et intervenants de cette soirée. Merci, un merci à Cathy Kautar d'avoir co-organisé. Un grand merci pour ces deux ladies. Et je vous invite maintenant à les suivre pour le cocktail. Donc nous avons la chance d'avoir aussi accès ce soir à l'Atrium. Vous voyez, c'est un très bel endroit. Et donc on pourra continuer et prolonger les discussions. Merci à Charlotte, merci à Tony. À tout de suite.